à toutes et tous d'être ici ce soir. Bon, il se trouve qu'ils ont l'air d'avoir du mal à conclure les discussions pour constituer ce fameux gouvernement. Ça m'amuse parce que je me rappelle qu'au mois de juillet, après le résultat des élections législatives, ils étaient là partout à dire « c'est trop long, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord pour trouver votre candidate pour être première ministre ». Et puis l'élection législative a eu lieu un dimanche soir et le mardi, pas immédiatement, mais en gros on a mis 15 jours pour trouver la candidate que nous allions proposer à la fonction de première ministre. Et là, Michel Barnier, ça fait déjà 16 jours qu'il a été nommé. Donc là, bizarrement, je comprends pas pourquoi tout le monde leur dit pas qu'ils sont un peu longs quand même pour trouver et constituer leur gouvernement. Bref, apparemment ça va être imminent. Et en même temps, ça va être imminent, ils attendront pour la réaction, ils avaient qu'à aller plus vite. Et puis Madame de la Provence de Marty, vous aurez en exclusivité la réaction, vous voyez. Mais je pense que de toute façon, on ne connaît pas exactement la composition exacte et précise du gouvernement qui va être mis en place. Mais je pense que tout le monde a compris que dans tous les cas, ça allait être un gouvernement qui est le syndicat des perdants des dernières élections législatives. Vous avez à la fois une majorité manifestement de ministres de ce gouvernement qui vont être issus d'un des partis qui soutiennent Emmanuel Macron. Or, cette coalition-là, elle a perdu les élections européennes très largement. Elle a perdu le premier tour des élections législatives, elle a perdu le deuxième tour des élections législatives. Mais ils vont conserver la présidente de l'Assemblée nationale qui va être la même, et la majorité des ministres qui vont être issus de ces formations politiques-là. Et ils vont le faire avec la complicité d'un autre parti, le parti Les Républicains, qui a fait moins de 6% aux dernières élections législatives, et qui a à peu près 40 députés à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, vous êtes dans une situation extraordinaire et ubuesque en France, c'est-à-dire que vous allez avoir à la tête du gouvernement une coalition de deux partis qui sont la coalition des deux partis perdants de toutes les dernières élections. Voilà la démocratie française où elle en est aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a un homme seul, Emmanuel Macron, qui a décidé que parce que le résultat de l'élection ne lui convenait pas, il considérait que non, le nouveau Front Populaire, alors que nous sommes la coalition qui dispose du plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale, que nous avons une majorité, certes relative, mais une majorité relative. En tout cas, ça ne les a pas empêchés après 2022 de constituer un gouvernement, d'avoir seulement une majorité relative. Pourquoi ça empêcherait le nouveau Front Populaire de pouvoir constituer un gouvernement et de pouvoir commencer à gouverner le pays? Parce que Emmanuel Macron a décidé que le résultat des élections, s'il en tenait compte uniquement quand ça lui plaisait, qu'il aimait bien les élections quand il les gagnait, mais que quand il se mettait à les perdre, là c'est comme si elles n'avaient pas existé. Et ça, tout le monde en sera d'accord avec moi, c'est tout à fait insupportable et tout à fait inacceptable. Et tout à l'heure, quelqu'un a dit, aujourd'hui nous sommes le 21 septembre, et le 21 septembre c'est la journée internationale de la paix. C'est vrai, le 21 septembre c'est aussi une date anniversaire en France, puisque le 21 septembre c'est l'anniversaire de l'abolition de la monarchie en France. Voilà. Si vous ne le saviez pas, je vous en informe. Et c'est la date de naissance de la République. Eh bien, il va falloir que le président de la République comprenne qu'en République, il n'y a pas de droit de veto pour le président de la République sur le choix des Françaises et les Français. Françaises et les Français, ils ont voté aux dernières élections législatives, ils ont mis le nouveau Front Populaire en tête. C'est le nouveau Front Populaire qui doit gouverner, tout simplement. Tout simplement. Et quel que soit le casting gouvernemental qui va arriver, même si le casting gouvernemental qui va arriver, il va être une deuxième baffe, excusez-moi de vous le dire comme ça, dans la tête des électrices et des électeurs. Parce que non seulement les électrices et les électeurs, ils ont décidé de mettre en tête, à l'issue des élections législatives, le nouveau Front Populaire, mais il s'est passé aussi quelque chose de très important entre les deux tours de l'élection législative. C'est qu'alors qu'il y avait 27 sondages qui ont été publiés pendant toute la campagne des élections législatives, qui tous disaient la même chose, c'est le Rassemblement national qui va avoir la majorité et qui va gouverner. Les Français se sont massivement mobilisés, en particulier dans la jeunesse, en particulier dans les quartiers populaires, pour dire non, c'est pas l'extrême droite qui doit gouverner, et donc ils ont fait en sorte de les battre et de faire en sorte que l'extrême droite ne puisse pas s'emparer du pouvoir. Mais le président de la République a décidé
de constituer un gouvernement avec la complicité de l'extrême droite. Parce que si ce gouvernement ne peut voir le jour, c'est seulement parce que l'extrême droite a dit qu'elle n'allait pas le censurer. Et ça se reflète, vous allez le voir. Peut-être que la liste va tomber pendant que je suis en train de parler, mais ça va se refléter dans la composition gouvernementale. Parce que si, comme les bruits de ces dernières heures se confirment, l'homme qui est nommé au ministère de l'Intérieur, c'est M. Retailleau, qui est le président du groupe Les Républicains au Sénat. Cet homme s'est fait remarquer ces dernières années en ayant dit qu'il y avait en France des Français qui étaient des Français de papier. Vous voyez ce que ça veut dire? En ayant dit, au moment des révoltes populaires, dans les quartiers populaires l'année dernière, il a dit à l'époque qu'il y avait une partie de la population française, je cite, qui était en régression vers ses origines ethniques. Voilà ce qu'il a dit, cet homme. Ça s'appelle du racisme. Il faut dire les mots tels qu'ils sont. Ça s'appelle du racisme. Et voir cet homme à la tête du ministère de l'Intérieur, et bien franchement, non seulement c'est une négation du résultat des élections législatives, mais c'est aussi une négation de la bataille pour défendre la République qu'ont fait un certain nombre d'électrices et des électeurs au deuxième tour des élections législatives. Et l'homme qui permet ça, c'est le président de la République, c'est Emmanuel Macron. Et c'est pourquoi quand tu disais dans l'introduction, le mot d'ordre c'est Macron destitution. J'entends parfois des gens qui disent « Oui, vous voulez le chaos, etc. » Non, on ne veut pas le chaos. On ne veut pas le chaos, on veut juste la démocratie. On ne veut pas le chaos, on veut juste la paix. Et quand les Françaises et les Français, ils ont voté majoritairement pour le nouveau Front populaire, ils ont aussi voté pour un contenu, pour un programme. Et dans ce programme, il y avait des réponses en matière de pouvoir d'achat. Il y avait l'augmentation des salaires, il y avait l'augmentation du SMIC, il y avait le fait de ramener la retraite à 60 ans, il y avait l'idée qu'il fallait tourner la page de la 5e République et passer à la 6e République. Il y avait l'idée qu'il fallait qu'on défende et qu'on développe nos services publics. Vous en avez parlé, les intervenants avant moi, tout à l'heure. Il y avait l'idée qu'à l'échelle internationale, on n'en pouvait plus de voir la voix, la parole de la France qui était défigurée comme elle l'a été ces derniers mois. Parce qu'avant, on était fiers, même si on n'était pas toujours d'accord avec les gouvernements français, on était fiers d'entendre aller sur la scène internationale, la France tenir la parole de la paix, être capable de dire stop, ça suffit, il y a du droit international, ça doit être respecté. Et de ne pas voir cette honte qu'a été la parole de la diplomatie française depuis un an, de rien dire, de laisser faire le génocide en cours à Gaza, de même pas être capable de créer les éléments d'un peu de rapport de force avec le gouvernement de Netanyahou, en décidant d'un embargo sur les armes, en décidant, comme l'ont fait d'autres pays en Europe, de reconnaître l'État de Palestine, en agissant, en faisant quelque chose, pas juste parler et faire des tweets comme l'a fait le président de la République. Et tout ça, c'était dans le vote du mois de juin. Les gens, s'ils ont voté, s'il y a eu une mobilisation plus importante, bien sûr, pour partie, c'était pour empêcher l'extrême droite de s'emparer du pouvoir, mais c'était aussi pour porter des messages politiques sur dans quelle direction on voulait qu'aille la politique de la France. Et c'est tout ça qui est balayé d'un revers de la main par le président de la République. Tout ça qui est balayé d'un revers de la main par la décision d'un homme tout seul. Donc oui, bien sûr, c'est lui le problème. Et donc si on vous dit qu'il faut engager la procédure de destitution du président de la République, c'est qu'il faut être clair et lucide. Il n'y aura pas de changement de politique possible en France sans tourner la page du macronisme et d'un président de la République qui décide que de toute façon il s'accroche au pouvoir. Alors on me dit, la procédure de destitution, c'est une procédure qui est compliquée. Oui, c'est vrai, c'est une procédure qui est compliquée. Elle n'a aucune chance, on me dit. Ah ouais, enfin, si on mène que les batailles qui sont gagnées d'avance, pardon, mais on n'en mène aucune. Et vous avez cité un certain nombre de luttes tout à l'heure qui ont été menées. Je suis sûr qu'au début de la lutte, on vous disait vous n'y arriverez jamais. Hein. Et le nombre de combats, on nous disait toujours au début ça sert à rien, pourquoi vous perdez votre temps, vous pourriez faire autre chose. Bah, on les a menés. Au début, on nous a dit oui, la procédure de destitution, ça sert à rien, vous avez juste fait une tribune, vous n'allez rien faire. Bah, on a déposé la motion de destitution à l'Assemblée nationale, on l'a fait avec 81 députés. Parce qu'il faut d'abord déposer la motion de destitution et il fallait un dixième des députés. Il y a 577 députés, ça veut dire qu'il faut au moins 58 députés à l'Assemblée nationale. On a déposé 81 députés. Ensuite, il fallait avoir le vote d'une majorité du bureau de l'Assemblée nationale. C'était ce mardi, et on a eu le vote d'une majorité des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Maintenant, il y a une étape suivante, c'est que ça doit être inscrit à l'ordre du jour de ce qu'on appelle la commission des lois à l'Assemblée nationale.
puisqu'à l'Assemblée, vous savez, il y a l'hémicycle, c'est là où on siège les 577 députés ensemble pendant un certain nombre de séances. Et puis après, les députés sont répartis dans des commissions qui font un travail en quelque sorte de pré-examen des textes de loi. Et il y a des commissions en fonction de différents sujets. Il y a une commission qui s'appelle la commission des lois, dans laquelle il y a à peu près 70 députés qui en sont membres. Et la prochaine étape, c'est que la commission des lois va inscrire à l'ordre du jour de ses travaux cette motion de destitution. Est-ce qu'on a une garantie qu'on va gagner? Non. Est-ce que c'est possible qu'on perde? Oui. Mais dans tous les cas, ça produira un résultat politique. C'est que, en commission des lois, si les oppositions sont vraiment des oppositions, c'est-à-dire que si toutes les oppositions votent la motion de destitution, elle doit passer. Donc, si elle ne passe pas, c'est que certaines soi-disant oppositions, alors qu'elles avaient l'opportunité de s'opposer au président de la République, auront fait un choix inverse. Et ça va vous intéresser ici à Martigues, après malheureusement le résultat des dernières élections législatives. Parce que je disais tout à l'heure que si le gouvernement de Michel Barnier pouvait voir le jour, c'est parce que le Rassemblement national a accepté que ce gouvernement puisse voir le jour. Et je disais à quel point de la part du président de la République, Emmanuel Macron, c'était une négation du résultat de l'élection législative. Mais du point de vue des électrices et des électeurs qui sont allés voter pour le Rassemblement national en pensant que grâce à ce vote-là, ils allaient pouvoir obtenir une rupture avec la politique d'Emmanuel Macron, et bien là, vous allez pouvoir aller voir ces électrices et ces électeurs. Vous allez pouvoir leur dire d'abord qu'il faut arrêter de voter pour le Rassemblement national, parce que c'est pas un parti comme un autre, mais qu'en plus, ils se sont fait manipuler, tromper, trahis par un parti qui leur a dit « Si vous votez pour moi, on va rompre avec la politique d'Emmanuel Macron » et qui, à la première occasion possible, décide de laisser passer un gouvernement de Michel Barnier dans lequel il va y avoir une majorité de ministres qui sont issus des blocs macronistes. Et au moment de la destitution, soi-disant, les députés du Rassemblement national, s'ils décidaient de voter la motion de destitution, il y aurait une majorité des députés pour voter cette motion en commission des lois. Donc s'ils ne le font pas, eh ben vous aurez un deuxième argument pour aller voir les gens qui ont voté pour le Rassemblement national, soi-disant pour tourner la page d'Emmanuel Macron, et vous pourrez leur dire, eh ben franchement, vous vous êtes bien fait avoir. Vous vous êtes bien fait avoir parce qu'ils vous ont dit qu'avec eux, tout allait changer et qu'en vérité, c'est eux qui garantissent la continuité de la domination d'Emmanuel Macron sur la politique française. Voilà le message qu'il faudra faire passer aux uns et aux autres. Parce que je sais qu'ici, dans cette circonscription, même si le nouveau Front Populaire a gagné le plus grand nombre de députés et qu'on a progressé par rapport aux élections de 2022, c'est vrai qu'ici, le soir des élections législatives, ça n'a pas été un soir de victoire. Ça a été un soir de défaite. Mais je veux vous dire un mot sur ce sujet. Je veux vous dire que la victoire, la bataille contre l'extrême droite, c'est pas une bataille qui est perdue par avance. Et je vous donne juste un exemple. Il y a une circonscription pas très loin d'ici, à Avignon. En 2022, à Avignon, le Rassemblement national l'avait emporté. L'avait emporté avec 52%, je crois, de mémoire des voix face à un candidat insoumis qui se présentait à l'époque sous la bannière de la NUPES. Et ben, cette fois, parce qu'il y a eu, et je le sais que vous le faites ici aussi, une action politique déterminée, parce qu'il y a eu des électrices et des électeurs par centaines et par milliers, alors qu'ils n'allaient plus voter depuis des années et des années, qui ont décidé de s'emparer de l'élection sur cette circonscription, première circonscription du Vaucluse, qui sont allés voter d'abord très largement pour la France insoumise aux élections européennes. Et les chiffres le démontrent. Il y a eu une progression en nombre de voix sur cette commune d'Avignon, je prends cet exemple-là, qui est exact, du total de la gauche, qui est exactement la progression en nombre de voix de la France insoumise. C'est-à-dire des gens qui, d'habitude, n'allaient plus voter. Et qui là se sont dit, ah, ça sert à quelque chose d'aller voter. Qui sont venus voter. Qui ont considéré qu'il y avait une force politique qui était fidèle à ses convictions, à ses principes, qui ne se laissait pas intimider, qui ne se laissait pas faire, qui n'abandonnait pas, qui ne lâchait pas l'affaire, même quand c'était difficile. Et ils se sont dit, ça vaut le coup. Moi-même, je n'avais pas compris au début. Il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit, vous savez, bien sûr, vous avez tenu bon sur vos positions sur Gaza. Et bien sûr, Gaza, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Mais en plus de ça, à travers cette question, on s'est rendu compte de quelque chose. C'est que nous, on avait l'image que les élus politiques, en fait, ils défendaient que des positions qui leur permettaient après de se garantir l'idée qu'ils allaient pouvoir être réélus la fois d'après. Et quand on a vu comment vous vous êtes fait
tapé dessus par tout le système médiatique, que tout le monde s'est dit, ceux-là en gros, avec les positions qu'ils défendent, allez c'est fini, etc. Il y a des gens qui sont venus nous voir et se sont dit, on s'est rendu compte à ce moment-là que vous n'aviez pas peur, que ce qui vous importait, c'était pas juste de savoir si vous alliez être réélu la fois d'après, mais en fait si vous étiez capable de tenir bon sur vos convictions. Et donc il y a plein de gens aux élections européennes qui se sont mobilisés beaucoup plus que la fois d'avant et qui sont allés voter pour la France Insoumise sur cette circonscription. Et après ces gens-là, ils sont allés voter aux élections législatives. Et donc la circonscription qui était détenue par une députée du Rassemblement National a été gagnée par un député de la France Insoumise, c'est mon camarade Raphaël Arnaud. Comme quoi, vous voyez, en continuant à se battre, on peut toujours renverser la vapeur. Et cette circonscription ici, certes, elle a été gagnée cette fois par le Rassemblement National, mais tôt ou tard, il va y avoir des nouvelles élections législatives et on sera tous ici et vous pourrez compter sur moi pour vous aider, pour faire en sorte qu'on la reprenne, qu'on la regagne, parce que cette circonscription, elle n'a pas à être, quand on connaît son histoire, dans les mains du Rassemblement National. Merci. Voilà. Alors, quand est-ce que ça va avoir lieu, ça? C'est la grande question. Je vous ai parlé de la motion de destitution. La motion de destitution, ça va prendre du temps. Il y a le gouvernement de Michel Barnier, je ne sais toujours pas s'il est tombé à cet instant, mais dans tous les cas, le 1er octobre, il doit tenir son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Nous avons déjà annoncé que nous allions déposer une motion de censure. On dépose une motion de censure. Alors certains me disent, oui, vous déposez une motion de censure, vous ne savez pas ce qu'il va dire dans son discours de politique générale. Mais bien sûr que je sais ce qu'il va dire dans son discours de politique générale. La composition de son gouvernement est déjà une signature de ce qu'il va dire dans son discours de politique générale. Donc oui, on va déposer une motion de censure contre le programme qui va vouloir en mettre en place et pour rétablir la démocratie. Parce que ce gouvernement est un gouvernement illégitime du point de vue du résultat des élections. Et donc, on va déposer une motion de censure avec les autres députés du nouveau Front Populaire. Cette motion de censure, peut-être qu'elle passe. Probablement qu'elle passe pas, parce que si le Rassemblement National fait effectivement ce qu'il a pour l'instant annoncé, c'est-à-dire qu'il le laisse passer et qu'il vote contre, alors il va sauver la peau du gouvernement de M. Barnier. Est-ce que pour autant la bataille s'arrête là? Bien évidemment non. Pourquoi bien évidemment non? Parce qu'une fois que ça se sera passé, ce qui va venir ensuite à l'ordre du jour, c'est le budget. Parce qu'à chaque fin d'année, à l'Assemblée nationale, c'est la discussion sur le budget. Or, on est dans une situation, c'est une situation catastrophique d'un point de vue budgétaire. Et quand même, ça fait 7 ans que ces gens-là, qui s'occupent du pays, nous donnent à longueur de journée des leçons de bonne gestion financière, en nous expliquant que eux c'est les meilleurs, que M. Macron c'est le Mozart de la finance, que vous allez voir ce que vous allez voir. Ces gens-là qui nous donnent des leçons depuis des années et des années, on se retrouve dans une situation budgétaire qui est tellement désastreuse qu'ils ne veulent même pas fournir à l'Assemblée nationale les documents budgétaires. Parce qu'ils veulent cacher la réalité de ce qu'ils ont fait. Et ce qu'ils ont fait, ça se résume en une phrase. Je sais que les questions budgétaires, c'est compliqué. Je ne vais pas y rester pendant des heures. Mais une chose simple, c'est très simple, c'est très simple. Ils veulent faire 30 milliards d'économies d'ici la fin de l'année. Depuis que Macron est arrivé au pouvoir, en 2017, le pays s'est privé, à cause de sa politique, de 50 milliards de recettes chaque année. Pourquoi? Parce qu'Emmanuel Macron, il a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, qu'il a mis en place la flat tax, qu'il a multiplié les cadeaux et les exonérations de cotisations aux très grandes entreprises qui n'en avaient pas du tout besoin. Et d'ailleurs, la conséquence, elle a été très simple, c'est qu'on est les recordman. Il y a eu les Jeux Olympiques, mais on est aussi recordman d'Europe du nombre de milliardaires en France. On a battu le record du montant versé en dividendes aux actionnaires cette année. Et ça, c'est la conséquence très concrète de la politique de Macron. Il veut faire 30 milliards d'économies, il a renoncé à 50 milliards de recettes. 30 milliards d'économies, juste, hein, parce que les chiffres, je sais que quand on n'a pas les yeux toujours dessus, c'est à peu près la moitié du budget de l'éducation nationale. Hein. Juste pour que vous ayez un ordre de grandeur. C'est ça, 30 milliards d'économies. 30 milliards d'économies, ça veut dire qu'ils peuvent faire des grands discours sur le développement d'une politique de santé, ça veut dire qu'ils vont aller encore taper dans le budget de la santé.
Tout le monde a vu dans quel état sont nos hôpitaux, les déserts médicaux en France, le manque de postes, d'infirmières, d'infirmiers. Tout le monde connaît la situation, je pense, ici, de services publics de santé. Ils vont encore aller prendre des milliards dans le budget de la santé. Budget de l'éducation nationale, je pense qu'il y a des gens ici qui en ont parlé, il n'y a pas besoin de vous convaincre, les profs non remplacés. Là aussi, on est dans les meilleurs en Europe, hein. Meilleurs en termes de classes surchargées. Pardon, c'est pas une médaille dont on est très fier. Et ça, c'est la conséquence de la politique concrète de baisse d'investissement dans le service public de l'éducation. Allez, ils vont encore venir prendre une partie là-dedans. Le sport. Il y a quelqu'un qui parlait du sport tout à l'heure. On a fait les Jeux Olympiques, on nous a dit c'est génial, tout le monde va avoir envie de faire du sport. Allez voir les clubs de sport, hein, à Martigues comme partout ailleurs. Hein. Ils sont sous l'eau, ils en peuvent plus. Et là, ils vont encore aller prendre des milliards dans le sport, des milliards dans la culture. Voilà très concrètement ce qu'ils vont faire. Et une fois qu'ils vont avoir essayé de couper tout le monde, ils vont se rendre compte que ça ne suffira pas parce que c'est juste impossible de faire 30 milliards d'euros d'économie juste avec des coupes. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont regarder comment on peut vous faire payer à chacune et chacun d'entre vous ici dans cette salle le prix des cadeaux qu'Emmanuel Macron a fait aux plus riches, aux milliardaires, aux millionnaires et à ceux qui versent ceux qui reçoivent les dividendes qui sont actionnaires des grandes entreprises. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont regarder la TVA et on va dire désolé, on ne voulait pas. Mais bon, on n'a pas le choix. C'est ça qui est à l'ordre du jour. Et ça, c'est ce qui va arriver, pas dans 2 mois, pas dans 6 ans, pas dans 15 ans. C'est ce qui va arriver dans quelques semaines à l'Assemblée nationale. Alors peut-être que Michel Barnier passera la première étape, hein, l'étape de la première motion de censure. Mais quand on va rentrer dans la discussion budgétaire, que nous, on va déposer des amendements pour dire non, il y a d'autres choix possibles que cela. Et notamment, il y a une chose très simple à faire, c'est que vous considérez que dans ce pays, il y a des grandes entreprises qui n'ont pas besoin d'être gorgées d'argent public. Il y a des grandes fortunes de ce pays qui peuvent contribuer davantage à ce qu'elles contribuent aujourd'hui. Donc vous rétablissez l'impôt de solidarité sur la fortune. Vous revenez sur un certain nombre d'exonérations de cotisations pour les grandes entreprises. Vous faites une réforme fiscale. Alors quand on nous dit ça, il dit vous voulez augmenter les impôts. Regardez, la technique médiatique classique. Nous promettons pas de hausse d'impôts, pas de hausse d'impôts. Vous dites, on va proposer de réintroduire l'ISF. Non, nous avons dit pas de hausse d'impôts, pas de hausse d'impôts. Ils essayent de vous faire croire que l'augmentation de l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est une hausse d'impôts. C'est-à-dire que tous les gens qui écoutent ça à la télé, ils se disent, ah non, c'est pas à moi de payer plus d'impôts, j'en paye déjà suffisamment. L'impôt de solidarité sur la fortune, c'est pas les gens ici dans cette salle qui vont le payer. La réforme fiscale que nous proposons, pour que les choses soient simples, c'est 93% des Françaises et des Français qui payent moins ou autant d'impôts qu'aujourd'hui. Et il y en a 7%, les 7% les plus riches qui en payent davantage. C'est pas une hausse d'impôts, comme si tout le monde allait en payer. C'est une hausse d'impôts pour une partie de la population et c'est une baisse d'impôts pour l'autre partie de la population. Bref, nous on va proposer des amendements dans la discussion budgétaire. Et ces amendements, certains d'entre eux vont sans doute être adoptés. L'année dernière, ça s'est passé comme ça. Et à ce moment-là, si ces amendements sont adoptés, le gouvernement ne va pas vouloir les retenir. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont être obligés de faire un 49.3 sur le budget. Et au moment où on va arriver au 49.3 sur le budget, on va déposer une motion de censure. Et quand on va déposer une motion de censure, le Rassemblement national et le député de votre circonscription, qui aura déjà laissé passer le gouvernement de Michel Barnier, ensuite, sans doute, probablement, aura refusé de voter pour la destitution du président de la République. Et bien là, je compte sur vous pour aller le voir et pour lui demander s'il est d'accord avec la baisse du budget de l'éducation nationale, la baisse du budget de la santé, la baisse du budget du sport, la baisse du budget de la culture et peut-être l'augmentation de la TVA. Et là, on verra. Parce que soit ils sont d'accord, et donc ils laissent passer le budget. Et s'ils laissent passer le budget, je pense que tout le monde aura compris. Et si tout le monde n'a pas compris, il faudra expliquer à tout le monde que ces gens-là, c'est vraiment, pardon, mais des escrocs de la politique parce qu'ils vous disent quelque chose dans une campagne électorale et qu'ils font l'inverse une fois arrivés au pouvoir. Soit ils font tomber Michel Barnier, et s'ils font tomber Michel Barnier, et ben là, il y a un homme qui s'appelle Emmanuel Macron, il va se retrouver avec la patate chaude entre les mains. Et la patate chaude, elle est très simple, c'est qu'il ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale pendant 1 an. Donc il ne peut pas redissoudre l'Assemblée nationale avant le mois de juin prochain, c'est la Constitution qui l'empêche de le faire.
et que soit il nomme enfin le nouveau Front Populaire pour mettre en place une autre politique, soit il s'en va. Et là, ceux qui nous disaient la destitution c'était pas possible, eh ben, peut-être qu'ils reviendront nous voir et nous diront finalement vous aviez quand même raison de la lancer, parce qu'à la fin le résultat ça a été le même, parce que démission ou destitution, ça fait pareil. Voilà, ça c'est notre feuille de route. Comme on m'a dit, c'est la rentrée, c'est quoi notre feuille de route? Bah, nous, notre feuille de route, c'est ça. Je dis nous, je la prends forcément par le prisme parlementaire. Mais bien évidemment, tout ça, c'est pas possible s'il n'y a pas une mobilisation populaire qui s'organise, qui se met en mouvement. Alors peut-être, il ne suffit pas de claquer des doigts quand les gens sont en colère pour qu'ils aillent manifester. Ça, je pense que tout le monde ici le sait. C'est plus compliqué que ça. Les gens, ils sont en difficulté. Ils se posent la question de savoir si ça vaut le coup, si ça sert à quelque chose de le faire ou pas. Mais on a fait 2 belles manifestations. Le 7 septembre, c'était une manifestation puissante. Aujourd'hui, c'était encore des belles manifestations. Il y avait peut-être un petit peu moins de monde que le 7 septembre, mais il faut dire que le 7, c'était quelques jours après la nomination de Barnier. Et là, il y avait plein de gens qui avaient envie d'exprimer quelque chose. Et puis, je sais qu'il va y avoir une date de manifestation aussi, qui va avoir lieu le 1er octobre prochain. Donc, il y a besoin de mobilisation populaire. Et ça ne sert pas à rien. Parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent se dire bon, on a manifesté longuement pendant la réforme des retraites et on n'a pas gagné. C'est vrai. Et peut-être qu'on pourrait se poser la question de savoir pourquoi on n'a pas gagné. On n'a pas gagné parce que quand vous avez un gouvernement comme M. Macron qui ne se bat pas à la loyale, parce qu'un gouvernement qui se bat à la loyale, c'est un gouvernement, même quand il est de droite, quand il y a 2 ou 3 millions de personnes dans la rue, il a compris qu'il ne faut pas aller au bout parce que ça va fracturer, ça va abîmer le pays, il retire son texte de loi et il dit ok c'est bon, j'ai compris le message, je m'arrête là. Mais quand vous avez un président de la République qui ne se bat pas à la loyale, qui décide que quoi qu'il arrive, il va passer en force jusqu'au bout, bah peut-être que nous, les Françaises et les Français, les travailleuses et les travailleurs, va falloir qu'on se mette à comprendre tous ensemble, parce que c'est pas facile, bah, qu'il faut se battre avec les mêmes armes que lui. Et que si à un moment il faut créer le rapport de force jusqu'au bout, bah on va créer le rapport de force jusqu'au bout, c'est-à-dire y compris avec des actions qui impactent l'économie et qui ne sont pas seulement des manifestations dans la rue, parce que c'est bien les manifestations dans la rue, il faut le faire, il faut continuer à le faire, mais ça suffit pas si on veut gagner à la fin. C'est facile pour moi de le dire, je donne de leçons à personne, c'est pas moi qui me mets en grève, c'est pas moi qui perds la journée de salaire, je le sais. Je dis juste qu'à un moment, cette discussion-là, il va falloir qu'on l'ait. Comment on monte en puissance dans le rapport de force pour faire plier un gouvernement qui manifestement n'a pas l'intention de plier seulement par la mobilisation dans la rue. Mais les manifestations, ça sert à quelque chose parce que ça nous donne de la force, ça nous donne de la puissance. Et ces manifestations-là qui ont eu lieu, elles servent à quelque chose. Et j'espère qu'elles vont être le début de quelque chose qui, pendant la discussion budgétaire, va aussi aider le travail que je vous ai décrit tout à l'heure. Et puis après, il y a tout le travail qu'on fait au quotidien, que vous faites au quotidien, qui est utile aussi, pour expliquer ce qui se passe, pour faire comprendre aux gens aussi ce qui se passe. Parce que on a fait cette année, parce que cette année, ça a été une année d'intense politisation. Et ben, ça a aussi servi d'un immense exercice d'éducation populaire. Toi, tu as donné des éléments sur comment fonctionne le conseil municipal. Ben, cette année, je crois qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se sont intéressés. Les législatives, la majorité relative, la majorité absolue. Il y a des gens qui se sont mobilisés dans la politique qui ne le faisaient pas avant. Il y a une jeunesse qui commence à se politiser, qui s'intéresse, qui se dit « Ah, j'ai ma place, j'ai des choses à dire, je peux être acteur de ma vie, pas seulement spectateur. » Il y a des choses à cultiver pour continuer. Et cette année, ça a été une année de ce point de vue-là extraordinaire, sachez-le. Je veux dire, pour un mouvement comme le nôtre, la France Insoumise, on a gagné davantage de sympathisants à la France Insoumise depuis le 1er janvier de cette année. On en a gagné 2 fois plus que dans toute l'année dernière. Donc c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui se passe dans le pays. Alors bien sûr, il y a des fois on peut se dire « Ah, c'est dur ». On peut se dire « Ah, on est en face des gens qui sont prêts à tout », c'est vrai. On voit bien que petit à petit, c'est toutes les règles élémentaires de la démocratie qui sont bafouées, c'est vrai. Mais, vous savez, l'autoritarisme, c'est aussi le moment où l'autorité devient l'autoritarisme, c'est le moment où il n'y a plus de consentement. C'est le moment où les gens se disent, normalement dans une démocratie, vous faites des élections, puis dans ces élections, vous les gagnez, vous les perdez, mais quand vous les perdez, vous acceptez le résultat, et vous acceptez les décisions qui sont prises au nom de la majorité, parce que vous considérez que les règles, elles ont été équitables, ça a fonctionné normalement, vous n'avez pas gagné, mais c'est la démocratie. Et quand on est obligé
de manipuler, de voler le résultat de l'élection, de tourner la page, ça dit aussi que ceux qui nous dirigent, ils comprennent qu'il n'y a plus de consentement à leur domination à eux. Que les gens se disent, ces gens-là, ils nous emmènent dans le mur. Que tout le monde a compris petit à petit que la soi-disant start-up nation de je sais pas quoi, d'Emmanuel Macron qui va traverser, dépasser les clivages, etc. Tout le monde a compris que c'était de l'enfumage, que c'était un gouvernement libéral, autoritaire, qui va de plus en plus vers l'extrême droite. Tout le monde est en train de se rendre compte de ça. Et notre responsabilité, c'est de montrer qu'il existe une alternative sérieuse et crédible. Et c'est ce qu'on fait. Alors bien sûr, on prend des coups, bien sûr, ça fait pas plaisir, mais bon, vous croyez quoi? Vous croyez que ceux qui dirigent, avec leurs complices médiatiques, ils vont vous dire allez-y, venez, prenez ma place, tranquille, tout se passe bien. Vous êtes les bienvenus, je vous laisse gouverner à ma place. Ils se battent, et ils se battent avec leurs armes. Et les armes qui sont les leurs, c'est aussi vous salir, vous dénigrer, vous insulter, vous caricaturer, vous mépriser, c'est d'expliquer que vous êtes des extrémistes, des gens qui veulent le chaos. C'est leurs armes. Vous êtes des antisémites, des racistes, alors que vous êtes des militants de la paix, alors que vous êtes des militants de l'égalité entre tous les êtres humains, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion, que depuis votre plus jeune âge, vous vous battez contre les inégalités, vous acceptez pas le racisme, vous acceptez pas l'idée qu'il puisse y avoir des gens qui sont classés en fonction de leur couleur de peau, de leur religion, que c'est votre bataille et votre engagement du quotidien. Qui sait si c'est de notre camp politique qui est venu et qui a toujours été mené la bataille contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie, toujours. Et ils essayent d'inverser les valeurs pour vous salir, vous dénigrer. Mais ils se battent avec leurs armes, c'est déplorable, c'est inacceptable, c'est insupportable, c'est injuste. Mais ils se battent avec leurs armes, c'est les armes d'un système qui est déclinant du point de vue de sa capacité à continuer à faire autorité sur le pays. Et donc c'est aussi la preuve que c'est le début de la fin qu'a commencé. Et le début de la fin qu'a commencé, il peut tourner dans une direction ou dans un autre. Mais ici vous êtes bien placé pour savoir que c'est une bataille de tous les instants. Pour savoir si la solution face à un libéralisme qui n'arrive plus à maintenir sa domination sur le consentement, soit il continue à maintenir sa domination, mais il le fait par l'autoritarisme, il le fait par petit à petit la sortie progressive de toutes les règles élémentaires d'une démocratie, soit il ne maintient pas sa domination et il y a une nouvelle ère qui s'ouvre. Et nous, on est les partisans de cette nouvelle ère, d'un pays dans lequel on vit bien de son travail, d'un pays dans lequel on n'est pas pourchassé en fonction de sa couleur de peau, de sa religion, de son genre, d'un pays dans lequel on est à la hauteur de l'urgence climatique, dans lequel on est capable de regarder dans quelle vie on va être dans 20 ans, dans 30 ans, 40 ans, pas être gouverné par le court terme tout le temps pour savoir combien d'argent on va se mettre dans la poche à la fin de la semaine ou à la fin du mois. Un pays dans lequel on veut une démocratie qui fonctionne mieux. Voilà, c'est ça qu'on doit construire ensemble. Donc je sais que des fois il peut y avoir des moments qui peuvent être des moments un peu désespérants. On se dit bon, on a marché, ça n'a pas marché. On se dit on a gagné les élections, ils nous les volent. Alors voilà. Quand on a ça, on repart à la bataille et on se pose la question de savoir comment on fait en sorte que la prochaine fois, ils ne puissent pas nous les voler. S'il y a des élections législatives anticipées et que le nouveau Front Populaire gagne la majorité absolue des sièges, il pourra faire ce qu'il veut, Macron, il ne pourra pas nous empêcher de gouverner. Si Macron s'en va et qu'il y a des élections présidentielles et qu'on les gagne, il pourra faire ce qu'il veut, Macron, il ne sera plus là et il ne pourra pas nous empêcher de gouverner. Donc, de chacune de nos difficultés, faisons une force pour aller encore plus fort. En tout cas, moi, ça ne fait que renforcer ma détermination, quel que soit le dénigrement, le message, les insultes, parce que quand vous avez fait les campagnes qu'on a fait ces derniers mois, vous voyez qu'il y a la superstructure médiatique, il y a ces constructions, il y a ces récits, et puis il y a ce que pensent les gens vraiment, dans leur colère, parfois dans leur désespérance, parfois dans leur résignation, parfois dans leur mauvais choix, c'est vrai, c'est comme ça. Qui peut dire qu'il a fait que des bons choix? Mais toujours avec l'idée qu'à la fin, petit à petit, la tortue elle avance et qu'elle voit où est le bout du chemin. Merci beaucoup.